きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 On se retrouve pour une vidéo lecture de l'été et on commence tout de suite avec deux titres de Meian, Onigoroshi tome 3. Voilà un tome qui redistribue les cartes. À la fin du second tome, je comptais les ennemis de notre anti-héros et je ne voyais pas comment la série allait pouvoir tenir sur une quinzaine de tomes en éliminant un à un ceux qui sont responsables de la mort de sa famille. Une nouvelle force apparaît dans ce volume, une triangulaire qui rend déjà plus complexe le récit, et c'est pas un mal. Il n'y a pas à dire, les personnages sont assez atypiques dans le dessin, ce qui peut paraître un peu étrange au début, mais on s'y fait d'autant plus que ça apporte une certaine identité à l'œuvre. Puis, les scènes d'action sont toujours aussi badass. Comment ne pas penser à la violence du film coréen de Old Boy. Stand By Me Kakuemon tome 2. En regardant le peu de personnes qui ont acquis le tome 1 de cette série via Manga Collect, je vous avoue être un peu chagrin car je la trouve excellente en tout point. C'est superbement bien dessiné, le thème sur un apprenti mangaka vraiment pertinent, surtout sur un prisme qui s'oppose à celui de Bakuman. Je suis friand des différents niveaux de lecture de cette œuvre, surtout lorsqu'on fait le rapprochement avec les expériences de l'auteur, car dans ce récit, il y a de nombreux indices qui permettent de faire des liens avec son parcours d'apprenti mangaka à manga qui rencontre le succès, avec cette désacralisation du métier et de toutes ses entourloupes. C'est cru, c'est une lecture pour lecteurs avertis, vraiment cette licence a tout pour plaire. Et si ce second tome, j'ai vu moins d'indices quant à son parcours de mangaka à succès, dénonce-t-il quelque chose qui existe vraiment ou est-ce par facilité scénaristique? J'en sais rien, mais il nous dépeint aussi la place d'une femme apprentie mangaka pleinement consciente de se faire abuser, au même titre qu'une idole qui souhaite par tous les moyens avoir accès au succès, quitte à emprunter des raccourcis auprès des hommes de pouvoir. J'ai quand même préféré le tome 1 au tome 2, encore une fois pour ces différents niveaux de lecture que je trouve très intéressants. Par contre, je suis très curieux de lire le tome 3 pour découvrir l'impact que pourra avoir le personnage qui incarne le moi du futur du protagoniste principal, car il faut bien avouer, on l'a un peu perdu de vue au fil du récit, et je m'interroge sur la pertinence de ce personnage fantastique. J'aime beaucoup cette licence qui a déjà gagné sa place dans ma mangatech, au point qu'il me donne envie de lire ou relire ses œuvres précédentes, dont L'île des téméraires, dispo chez Kana et en numérique, et Give My Regards to Blackjack, dispo chez Naban. J'aime vraiment son approche du médium pour dénoncer certains mots de la société japonaise, mais pas que, car ça fait aussi écho à la nôtre. Il suffit de s'intéresser au système hospitalier de notre pays pour relever les mêmes dérives. Holy Land tome 8. Si le tome 6 a donné un coup de mou à la série à cause des introspections un peu mièvres du héros, avec le tome 7, puis ça se confirme avec le tome 8, on retrouve un protagoniste bien badass. Vivement la suite, les combats de rue, c'est la vie. Day Dark tome 7. Voilà, j'ai attendu d'avoir ce tome 7 pour me lancer dans la lecture du tome 6. Et bordel, ce que c'était bon d'avoir un second tome sous le coude. Cet univers, ce dessin qui n'appartient qu'à cette mangaka est toujours plus efficace. Si lors de la découverte de ce titre, ce dernier pouvait souffrir de la comparaison avec Doro et Doro, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Les personnages nous sont devenus familiers et je suis un adorateur des 4 fléaux. En plus, l'histoire avance bien, cette lecture est un véritable kiff. Vivement la suite. Dear Vagelder tome 3, j'ai l'impression de retrouver Hiroaki Samura au sommet de son art. C'est beau, ça tranche et coupe de toutes parts dans des putains de bonnes scènes d'action. Pour tout dire, je me laisse porter par la narration alors qu'elle ne m'intéresse pas plus que ça. J'attends juste le prétexte, la petite incelle au gré des rencontres de nos protagonistes, tout si particulier pour prendre mon pied avec les dessins du mangaka. Bien sûr, c'est violent avec des scènes interdites au moins 18 ans, parce que des scènes de sexe et de gore, rien de mieux pour chauffer un public de 16 ans. River and Café tome 2, alors je dois vous avouer que ce tome m'a un peu perdu, il va dans tous les sens. Je ne m'attendais pas à retrouver un récit de la femme serpent dedans. On est passé d'un manga tranche de vie à un manga d'horreur d'un coup. Puis la fin de ce tome 2,
part dans un délire sur les films de cul d'antan. J'avoue, ça m'a un peu perdu, bien que je me laisse porter par ce récit, sinon le dessin d'Akio Tanaka tue toujours autant. Très curieux de lire le tome 3 pour savoir ce qu'il nous réserve. Tsubaki, tome 1. Alors, j'adore ce mangaka, à qui l'on doit entre autres l'excellent High Score Girl, qui traite de romance et de rétro gaming, mais aussi des récits plus horrifiques tels que Sayuri et le personnage. Par contre, je ne peux pas cacher ma déception à la lecture de Tsubaki. Je ne suis pas rentré dans le délire, bien que le dessin est toujours au top. Qu'on sent qu'il souhaite s'attarder sur la condition féminine, il y a quand même une histoire que j'ai bien aimée, mais en soi, l'héroïne, tout ça, sa posture, c'est ultra bof, trop tiré sur les cheveux, je suis très déçu. Venus Wars, voilà une lecture que j'attendais avec impatience. Je n'ai que quelques brides de souvenirs de son adaptation animée parue chez Manga Vidéo et Manga Mania, alors qu'il y a quand même pas mal de différences, me semble-t-il. Il faut tout simplement que je le mate de nouveau en Blu-ray par exemple, car ça date maintenant. Pour revenir au manga, je suis très content de savoir qu'il y a encore un tome 2 à sortir, car j'étais à ça de me dire que presque tout était traité dans ce tome 1. Je trouve la première de couverture sublime, n'empêche, gros bémol pour cette édition, si on la compare à celle d'Arion, c'est l'absence des pages couleurs. Vraiment, ça manque. Sinon, c'est l'histoire d'un jeune cherchant un but dans sa vie, qui est reconnu pour ses talents de motard, qui va participer à une guerre géopolitique sur Vénus en incorporant une escouade à moto pour se confronter à des tanks. J'attends la suite avec impatience, d'autant plus que d'autres titres de Yoshikazu Yasuhiko sont prévus dans d'autres maisons d'édition comme Gundam, pour ne citer que lui. Je ne boude donc pas ma joie. Après, pour ceux que ça intéresse, il faut apprécier les dessins à sa juste valeur, d'un autre temps. Il ne manque pas d'énergie et de rythme, mais ne vous attendez pas à la perfection de cette cover. On arrive sur un arc Mangetsu, il faut dire que j'ai un peu fait la razzia avec Land tome 6. Dans ce tome, on apprend beaucoup plus sur l'envers du décor. Le personnage de Han est mis de côté, on s'attarde plus sur les dirigeants du monde des Kamui. Un tome intéressant qui, avec ses flashbacks, sert un peu de transition avec son petit lot de révélations. Mais je trouve le monde des Kamui quand même nettement plus intéressant, même plus fascinant avec Anne en tant qu'héroïne. D'ailleurs, j'ai un peu de mal à comprendre le choix des illustrations des premières de couverture que j'aime bien, mais qui ne représentent pas bien le nouveau découpage de cette édition. Alors vivement la suite, le tome 7 est déjà sorti à l'heure où je tourne cette vidéo, mais j'ai quand même préféré m'acheter 2-3 trucs avant, que vous aurez l'occasion de voir dans une vidéo achat, manga ou comics. Tsubute tome 3 de Kazuhiro Fujita, un tome qui fait enfin la part belle à notre protagoniste principal, qui semble de son côté accepter ses peurs, ce qui au final lui donne un petit côté badass malgré les apparences. La proposition horrifique de cette œuvre est aux petits oignons, c'est toujours aussi bien rythmé. Le dessin de Fujita, les scènes d'horreur sont organiques avec ce tracé bien noir auquel le manga nous a déjà habitués dans ses œuvres précédentes. Je suis impatient de voir ce que nous réserve la narration de ce titre tome par tome. Awashi tome 23, le manga de foot par excellence. Par contre, un match fatidique commence, et qui dit match qui commence dit match important dont on n'aura pas à la fin avant 2-3 tomes. C'est une torture de pas pouvoir lire la suite de suite. Là, maintenant, tout de suite. Awashi Brotherhood, très agréablement surpris par ce spin-off sur le grand frère de Hashito. Juste dommage que le tome 2 n'ait pas encore sorti au Japon, car lire ces deux séries en parallèle aurait été du tonnerre. The Blue Flowers and the Ceramic Forest, tome 1 à 4. J'aurais pris mon temps pour me procurer ces premiers tomes. J'espérais en vain une disponibilité dans un format numérique. Ben oui, j'ai attendu en vain. Ce qui est assez inacceptable lorsqu'on entend de par la bouche de Sullivan que cette licence ne rencontre pas son public en France. Que grosso modo, actuellement, ça reste un flop commercial. Mais bon, au final, ça m'a poussé à passer le cap et j'ai pas regretté, car j'ai passé de bons moments de lecture, tome après tome. C'est bienveillant, que ce soit la narration ou le dessin, tout est épuré. Ça rend la lecture très appréciable, d'autant qu'on s'attache très vite à la personnalité des protagonistes.
Je ne vous cache pas que ce qui me retenait à l'achat, juste en feuilletant le manga en librairie, c'est retourné être les points forts du récit. Par exemple, j'avais une certaine appréhension vis-à-vis du personnage masculin qui me paraissait être une grossière caricature du brin ténébreux taciturne. Finalement, l'autrice joue avec ça, elle arrive à le rendre ambigu et touchant. Par contre, j'ai tout de suite aimé ce que dégage l'héroïne. Je mettrais juste un petit holà sur sa tendance à rougir. On a parfois l'impression que ça fait écho à une érection chez elle. Bref, un manga plein de charme. Je ne regrette pas l'achat des 4 premiers tomes et pourtant j'ai vraiment hésité à le faire. The Alpine Climber, tome 2 et 3. Voilà. Alors, je ne me rappelle plus si j'ai pris le temps de parler du tome 1, de ce manga d'escalade. A priori, il avait tout pour me plaire, mais je ne sais pas, en le feuilletant en librairie, je me suis raisonné en me disant que ça n'avait pas l'air si bien que ça. Peut-être le dessin, je sais pas. Vraiment, je sais pas. J'ai quand même fini par craquer et j'ai été agréablement surpris par le récit. Et le point fort de celui-ci, c'est que j'ai été tendu pour notre héros tout du long de ce tome 1. Je ne connais pas la véritable histoire dont s'est inspiré le mangaka, mais lors de ma lecture, j'avais l'impression d'une épée de Damoclès au-dessus de la tête du héros avec la sensation que ça ne pouvait que finir tragiquement. Par la suite, je me suis procuré donc le tome 2, mais je l'ai un peu oublié sur une de mes étagères et c'est à la sortie donc du tome 3 que je me suis souvenu de l'intérêt que j'avais porté pour cette série. Et je dois dire que la hype n'est pas redescendue, même si les émotions n'étaient pas similaires à ceux du tome 1. Ils étaient certes plus modérés, mais pas moins satisfaisants car j'avais l'impression d'évoluer avec le héros dans son approche de l'escalade. S'il est toujours aussi casse-cou au fur et à mesure des tomes, ce dernier devenait plus structuré, plus mature à son rapport avec l'escalade. D'ailleurs, on en apprend beaucoup, que ce soit avec les techniques, les outils et les sites que notre protagoniste tente de gravir. D'ailleurs, dans le tome 3, il est carrément aux States pour assouvir sa passion d'école. Je lui ai même trouvé une petite vibe Blue Giant, même si on est encore loin des émotions que procure ce dernier. Mais j'aime la bienveillance du récit avec ses rencontres et le drame qu'a engendré cette passion au sein de la famille de notre héros. Vraiment, je suis conquis par ce récit d'escalade qui se différencie nettement de par son approche des autres mangas d'escalade que j'ai lus auparavant. Deep Free tome 7, alors pour être transparent avec vous, je comptais drop cette série sur le basket, mais à force de passer devant ce tome 7 qui ne se vendait pas, c'est un peu la récurrence de tous les titres Mangetsu que je vous ai cités dans cette vidéo, j'ai fini par craquer. Et je ne le regrette pas parce que même si on est loin de ce qui se fait de mieux en manga de basket, celui-ci a sa touch qui le démarque un peu des autres et je crois que ce que je préfère c'est tout simplement qu'on évolue en Amérique et que j'apprends pas mal de choses sur le cursus américain avant d'intégrer la NBA. Alors je persiste à penser que cette histoire de yips, ce blocage, ce traumatisme qui empêche le protagoniste de shooter sous le panier est une fausse bonne idée. Je trouve que ça enlève un peu de réalisme à son recrutement dans des équipes américaines. Néanmoins, je kiffe voir comment celui-ci intègre le basket universitaire. Je trouve que c'est une approche originale. Encore une fois, pas sûr que je garderai cette série une fois qu'elle sera dispo en numérique, mais en attendant, je me fais plaisir. Enfin, il faut doser, on est loin des chefs-d'œuvre que sont Dream Team et Slam Dunk, mais en même temps, ça n'a rien à voir puisque ça ne traite pas du tout de la même chose, hormis le basketball. Red Bull tome 3, dès sa sortie, je viens de me lire le tome 3 tant attendu par moi de Red Bull. Il m'a fallu qu'un seul chapitre pour replonger dans le délire de cette œuvre. Beaucoup d'entre vous ne se sont pas encore attardés sur ce manga. Comme vous, au début, j'avais des a priori, genre ça a pas l'air super bien dessiné, ça a l'air d'être un manga de baston du Wish, alors que c'est un manga de sport qui traite de manière originale son personnage principal. Il y a de fortes chances que vous souriez à la lecture, et en plus, il y a cette petite touche technique sur le MMA, c'est tout ce qu'on aime ici. Juste putain, qu'est-ce que je suis impatient, qu'est-ce que ça va être long de se mettre à jour avec la parution japonaise. Red Blue, je le conseille fortement. She Wasn't a Guy, tome 1, c'est l'histoire d'une fille qui va tomber sous le charme de son disquaire, sauf qu'elle ne se sera pas rendu compte qu'il s'agit d'une fille, qui plus est sa camarade de classe. C'est la première fois que je lis un Yuri en connaissance de cause, j'avais dû lire le premier tome de Bloom Into You. Il faut dire que ma curiosité a d'abord été attisée par l'édition de ce titre en moyen format qui incorpore une couleur verte en contraste, ce qui est du plus bel effet. Le dessin est plaisant et si le récit est assez basique, il en est pas moins agréable. La mangaka utilise de nombreuses références, que ce soit sur des titres de chansons ou de groupes archi connus. Il faut avouer que j'ai ressenti un certain décalage à la lecture, je suppose que c'est en tant qu'occidental ou personne de ma génération,
car on nous sort des refs musicales comme si c'était une musique de niche, que la jeunesse dans ce manga semble pas écouter au profit des groupes de K-pop. En soi, j'ai bien aimé ma lecture, je ne regrette pas cet achat, mais je me pose encore la question si j'ai vraiment envie de me procurer la suite. Je verrai ça le moment venu, mais je dois avouer que même si tout est assez plaisant à lire, ça ne me procure pas grand chose non plus en termes d'émotion. Et on enchaîne avec l'arc numérique, les mangas que j'ai lus dans leur version numérique et que j'ai acheté bien évidemment. Alors le tome 9 et 10 de Boys Abyss, cette série ne présente aucune lueur d'espoir, le récit est toujours plus noir, toujours plus dépressif, il serait intéressant que le manga nuance un peu comme il a pu le faire au début avec des parties de jambes en l'air. Dans le tome 10, on change de décor, puis on part sur le flashback d'un personnage central de l'œuvre. Je suis toujours curieux de lire la suite, mais au final, pas sûr que c'est une série que j'aurais envie de garder si je n'achetais pas en numérique. Kujo l'implacable, tome 6. En vrai, à chaque fois que je lis un nouveau tome de Kujo, je me suis sur ma faim et je suis à ça de me retourner vers Ushijima pour avoir ma dose. D'ailleurs, je ne sais pas ce que j'attends car c'est trop ma came. Ce tome 6 se conclut avec l'associé de Kujo qui pose un ultimatum sur le fait de défendre un gros malfrat avec ou sans lui. J'ai lu le tome 1 de Goku Rakugai, voilà, un shonen très bien ficelé, très bien dessiné, qui certes n'a rien inventé en termes de récit d'exorciste, néanmoins il y a une petite vibe nostalgique des années 2000 qui ressort de ce manga qui n'était pas sans me rappeler la licence Get Bakers, jusqu'à presque me donner envie de me replonger dans cette licence, c'est quand même bizarre. J'ai également lu le tome 6 de Blue Box, alors c'est bien dommage qu'il y ait un laps de temps aussi long entre deux tomes, lorsqu'on sait qu'au Japon ils sont au 15e tome. Après je constate que c'est assez récurrent chez Delcourt Tonkam. Est-ce que c'est parce que la licence ne se vend pas assez bien? Je ne sais pas, pour sûr que ça ne répond pas à leurs attentes pour un titre du Shonen Jump, mais espacer ainsi les sorties, il n'y a rien de pire pour perdre toute la hype autour de la série. Possible qu'il gagne du temps dans l'attente que sa version animée sorte, mais parti comme c'est parti, on aura plus d'intérêt à suivre l'animé qui aura un rythme bien plus soutenu. J'ai également lu The Dragon Quest à Van machin truc, une préquelle à Dragon Quest de la quête de Dai que pour le coup je trouve réussi, bien qu'un brin trop prévisible lorsqu'on a déjà lu la quête de Dai. Ça reste une bonne lecture, très agréable, paradoxalement aussi parce qu'on fait certains parallèles avec des personnages provenant du flashback de la première série, je préfère quand même me procurer ce préquel uniquement numérique. Dans tous les cas, je suis ravi que l'univers soit respecté, que ce soit cohérent et que les dessins fassent très bien le boulot. C'est donc un shonen que je recommanderais aux plus jeunes ainsi qu'aux plus vieux ayant déjà lu et relu la quête de Dai. J'ai également lu Tank Share, tome 1. Alors j'ai été agréablement surpris par ce titre, pour tout vous dire, je m'attendais à un truc carrément plus bancal, mais ça tient plutôt bien la route. Après c'est tout à fait le genre de série qui risque de tourner en rond s'il y a trop de tomes. Je vois qu'il y en a 6 en cours au Japon. Donc à voir, en attendant je prendrai certainement le tome 2 justement pour suivre l'évolution du titre. Il est question d'un gars sur un fauteuil roulant qui est en état végétatif, mais dès lors qu'il sent une pression meurtrière, ça le réveille de sa torpeur pour ensuite maîtriser l'art d'assassinat toujours en fauteuil. Alors pour tout vous dire, j'ai peur que cette histoire de fauteuil soit la fausse bonne idée, mais bon, on verra par la suite. Voilà pour la vidéo achat lecture de l'été concernant les mangas, et pour les plus curieux, on peut se retrouver pour l'achat lecture des comics de cet été. Ciao.